Estelle Sarabul, Les étoiles les plus filantes, votre troisième roman, le deuxième pour adultes, l'avant-dernier pour être plus précis. Un roman qui reparcourt les coulisses du film L'Orfeo Negro, qui est un film qui a gagné Cannes en 1959, les Oscars en 1960, les Golden Globes en 1960. Un film qui apparemment vous a pas marqué, pas que vous, mais l'histoire du cinéma français. Oui. Oui, absolument. C'est un film qui est maintenant considéré comme un des premiers de la nouvelle vague, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Il a été rattaché au mouvement de la nouvelle vague et il a gagné effectivement au Festival de Cannes en 1959, qui est l'année où la nouvelle vague a commencé. Mais lui, c'est une espèce d'outsider. Il est à la fois dans ce mouvement et un petit peu à l'écart. Peu importe qu'on ait vu ou pas le film Orfeo Negro, on peut quand même préciser de qu'est-ce qu'il s'agit. Oui, alors c'est d'abord une histoire d'amour, ensuite une histoire de création artistique, une histoire de rêve, des gens qui veulent accomplir leurs rêves et s'en sortir par la culture et la création. Et puis plus globalement, c'est l'esprit d'une époque, c'est cette fin des années 50 marquée par la guerre froide. On n'a pas encore parlé du fait que spécifiquement, il n'y a que des acteurs noirs dans ce film. Pourtant, le réalisateur est français, il est blanc, il va au Brésil, il tourne presque que avec des acteurs non professionnels dans les favelas. C'est quoi, d'où ça sort, c'est quoi cette idée? Ce sont exactement les questions qui se sont posées à l'époque. C'est quoi cette idée d'aller filmer dans un lieu que d'habitude on ne filme pas à cette époque-là, avec des acteurs que d'habitude on n'embauche pas, dont certains ne sont même pas professionnels. Et lui, en plus, il va avec ce film transposer l'histoire d'Orphée et Eurydice dans ce Brésil des favelas du XXe siècle sur 2 jours de carnaval. Donc c'est une idée à la fois géniale et complètement troublante pour l'époque, qui n'est pas habituée du tout à voir ça sur les écrans. On connaît ce film surtout parce qu'il a lancé et mythifié un style nouveau, la bossa nova. Oui, c'est vrai. C'est le film qui a lancé dans le monde entier la bossa nova, avec des titres très marquants qu'on fredonne tous encore aujourd'hui. Et c'est vrai qu'à ce titre, on peut dire que peut-être que dans la postérité, c'est la musique qui a gagné plus que le cinéma, puisque le film n'est plus si connu que ça, même s'il a des fans absolus pour qui c'est un film culte. Alors que la bossa nova, on l'entend encore tous les jours dans les aéroports, à la radio, et les grands noms de la bossa sont encore très connus, de Tom Jobim à Joao Gilberto ou Vinicius de Moraes. Pourtant, dans les fans, il y a Obama, il y a Prince. Oui, le film a quand même de grands admirateurs, et surtout effectivement parmi les artistes et les figures politiques. C'est vrai qu'on retrouve Prince, Obama, Quincy Jones, beaucoup ont ce film en tête, mais aussi beaucoup parmi les spectateurs, les anonymes de tous les jours dans le monde entier. Depuis que le livre est sorti, il y a beaucoup de gens qui viennent me voir en disant « mais j'ai été tellement marquée par ce film qu'il l'ait vu il y a 25 ans, il y a 40 ans ou il y a 60 ans. C'est un film qui marque. » Avec tous ces fans, pourtant, nous n'avons plus jamais entendu parler de Marcel Camus, de Marpessa Down, qui était la protagoniste féminine, de Breno Mello, qui était le protagoniste masculin. Une bulle de savon, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, c'est une bonne image, une bulle de savon, une étoile filante, quelque chose qui brille à un moment et qui charme tout le monde, et puis ensuite ça disparaît. C'est un film qui, comme je le dis, a marqué. Pour certains, ça reste un film intime, mais c'est pas un film qui est mis en avant, ni dans les histoires du cinéma, ni dans les rétrospectives. Un petit peu plus maintenant, il commence à être remis au goût du jour, mais pendant longtemps, ça a été le seul succès de toute façon de Marcel Camus. Et ensuite, lui, il n'a plus rien fait d'aussi marquant et les acteurs de ce film ont tous plus ou moins disparu. Du coup, ça a été comme une mémoire qui disparaît au fur et à mesure. Il y a dans votre livre une petite théorie pour laquelle l'actrice principale n'a jamais plus eu de rôle assez marquant. Oui, alors ça, c'est même pas une théorie, on peut voir des interviews d'elle de l'époque, c'est très facile, il suffit de taper Marpessa Down dans les archives de l'INA et on voit des interviews d'elle à l'époque au Festival de Cannes. Et déjà à ce moment-là, on voit dans les interviews qu'on est en train de la mettre dans une case et en train de lui dire « mais ok, vous avez fait ce film, mais qu'est-ce que vous allez faire d'autre? Vous
êtes trop typé pour le cinéma français, vous êtes trop exotique, et on voit déjà qu'elle, là, elle va rentrer dans la lutte qu'elle va perdre, à savoir essayer de continuer dans son art, dans un cinéma qui ne veut pas d'elle. Parce qu'elle est une femme noire. Elle est noire, voilà, elle est américaine, même si elle parle très bien français. Et voilà, elle est pas dans les canons de l'époque, et surtout ceux de la Nouvelle Vague, qui sont plutôt, les canons de la Nouvelle Vague, c'est la bourgeoise parisienne, c'est Jeanne Moreau, c'est des figures comme ça, très belles, hein, que moi j'admire beaucoup, mais c'est pas Marpessa Down. Vous insistez à parler des Marpessa Down, mais ceux qui ont lu le livre ont trouvé Gypsy Dusk. Oui, parce que j'ai changé le nom, parce que certains des protagonistes de cette histoire sont encore en vie. Marcel Camus, il a eu des enfants, par ailleurs, avec une des actrices du film. Et donc, je voulais bien qu'on fasse la distinction entre la fiction et la réalité. Mon roman, c'est vraiment ce que moi j'ai imaginé de ces gens, de leur vie, de cette époque. C'est pas une biographie. Donc, mettre d'autres noms, ça me permettait d'indiquer au lecteur qu'il rentre dans une fiction. Alors, quand vous parlez de la mafia italienne qui se mêle du projet, de l'argent qui arrive par l'intérêt de la CIA, ça c'est vrai, c'est pas vrai, d'un coup... Alors, moi c'est ce que j'imagine autour de ce film, mais j'ai aucune preuve que ça se soit passé comme ça. Mais en revanche, ce que je voulais rendre et qui est plausible, c'est l'esprit de cette époque, puisque on est en pleine guerre d'influence, d'un côté les États-Unis, de l'autre le bloc soviétique, la France aussi veut sa part faire partie des grandes nations, du grand concert des nations. Et dans ce contexte de guerre froide, ça ne passe pas que par les armes, ça passe aussi par l'influence culturelle. Et on sait que la CIA, dans les années 50 et 60, même 70, a été très active auprès des artistes pour pouvoir imposer un peu la vision américaine. Les soviétiques faisaient pareil de leur côté, on connaît les histoires d'agents secrets. Donc voilà, je voulais rendre ça en prenant le prétexte de ce film pour raconter cette atmosphère. Certains de vos personnages disent que cette nouvelle musique, c'est bien, mais c'est un peu facile. Elle n'est pas engagée, elle ne parle pas vraiment de la rue, elle parle de douceur, d'amour. Et pourtant, on a une image de la bossa nova comme de quelque chose de politiquement prégnant. Eh bien, parce qu'il faut faire une différence entre le premier moment de la bossa nova, qui est celui dont je parle, les fins des années 50, où là, on est dans une parenthèse enchantée au Brésil. C'est un pays qui est dans l'optimisme, dans le développement, qui a élu démocratiquement son président, Juscelino Kubitschek. Ça va changer 5 ans après, avec l'arrivée de la dictature en 64. Et là, c'est vrai que les musiciens de la samba et de la bossa nova vont prendre un tournant un peu de résistance par rapport à la dictature. D'ailleurs, beaucoup vont être obligés de s'exiler. Et là, la musique va devenir plus ouvertement politique. Mais en 58-59, au moment du film et de la naissance de la bossa nova, c'est encore une musique vraiment très douce, qui célèbre plutôt un plaisir de vivre et une douceur poétique, plutôt que vraiment ancrée dans la politique. La samba l'est plus, déjà à cette époque, mais la bossa nova au début, c'est quand même la musique de l'élite du Brésil, hein. C'est des compositeurs qui font partie des hautes classes sociales, que ce soit Tom Jobim ou Joao Gilberto ou Vinicius de Moraes. C'est pas des gens qui vivaient dans les favelas eux-mêmes. Donc eux, au départ, ils produisent cette musique comme quelque chose vraiment de la bourgeoisie brésilienne. Votre premier livre s'appelait « Là où les chiens aboient par la queue ». Compliment, parce que congratulations, vos titres sont toujours exceptionnels. Les étoiles les plus filantes, et dans la photo, on voit l'explosion, et après cette lente descente, donc de 59 à 64, de ces acteurs qui ne trouvent pas le succès, d'une histoire d'amour qui se termine aussi. Et vous avez vraiment rendu... le rythme, le sens de la bossa nova. Et vous dites justement à la fin que, voilà, lorsque nous sommes blottis dans l'obscurité bienfaisante de la nuit et que nous levons la tête en rêvant au spectacle du ciel, même les étoiles les plus filantes laissent une trace sur notre rétine émerveillée. Oui, c'est le cas de ce film qui, en tout cas, pour moi, effectivement, m'a toujours laissé un sentiment humaniste et doux et en même temps un peu tragique, parce que c'est une histoire d'amour tragique. Mais voilà, ça fait partie de l'essence de la vie et je trouve que c'est très bien rendu à travers ce film et sa musique.
Je rappelle quand même que vous êtes aussi un auteur jeunesse, que vous avez écrit un premier roman jeunesse qui s'appelle Les fantômes d'Issa, et il y en a un qui vient tout juste de sortir. Qui s'appelle L'Embrasé, tout à fait. Qu'on trouve aux éditions Aux Caraïbes Éditions. Le premier, c'est L'École des loisirs. Celui-là, c'est Caraïbes Éditions. Voilà. Eh bien, on vous attend pour les 5e. Avec grand plaisir. Merci. Merci à vous, Camilla.